Yardenit en Israël, à quelques pas du lac de Tibériade. C'est ici que les pèlerins chrétiens viennent du monde entier pour se faire baptiser, nombreux même en plein hiver, sur ces rives du Jourdain, lieu présumé du baptême du Christ. L'immersion est totale. Quel est ton nom? Rosa Infante. Rosita, je te baptise à nouveau dans ces eaux du Seigneur, en mémoire de ta foi en Jésus. Amen. L'endroit est idyllique, les rives sont arborées, l'eau est froide mais propre. Les pèlerins sont émus, mais ravis. Pourquoi être venu ici aujourd'hui? Nous sommes venus pour être baptisés dans le Jourdain. Pourquoi? Pour renouveler mon lien avec Dieu. Pourquoi ici en particulier? Parce que c'est ici que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. On l'aura compris, la démarche est religieuse. Pourtant, on ne sait pas vraiment si c'est bien ici que le Christ s'est fait baptiser. L'endroit est juste très pratique pour les tour opérateurs. C'est un des seuls accessibles sur le Jourdain, un des seuls également où la baignade est possible. À quelques kilomètres de là, c'est toujours la carte postale, mais à y regarder de plus près, le fleuve biblique présente une petite anomalie, il n'a pas de courant. L'eau stagne comme dans un lac. La raison de ce phénomène, le pompage israélien de l'eau ici. L'eau de bonne qualité s'arrête ici. Et de l'autre côté, malheureusement, les villages alentours rejettent leurs eaux usées, là, dans le Jourdain. Ces eaux sont déviées et amenées dans le Jourdain, on peut le voir ici. Ça sent vraiment mauvais ici. Si la caméra pouvait enregistrer l'odeur, on pourrait sentir la puanteur des eaux usées qui sont déversées dans le Jourdain. Mira est une militante de la défense de l'environnement et elle ne nous a pas emmenés ici par hasard. En fait, seul un filet d'eau claire passe par ce tuyau. Le reste du fleuve est alimenté ici par des eaux usées. Israël se garde bien de montrer cette réalité, un secret d'autant plus facile à garder qu'il est pratiquement impossible d'accéder au fleuve, frontière internationale entre la Jordanie et l'État israélien. C'est là, si votre voiture tient le coup. Bien sûr, on ne peut pas aller sur cette route. On ne peut pas y marcher parce que c'est... C'est une zone militaire? C'est ça. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que le Jourdain s'assèche et qu'il est pollué. Il y a très peu d'endroits où le fleuve est accessible. On voudrait voir plus d'accès. Mais si on ne fait pas davantage attention à ce fleuve, il disparaîtra. Dans les années 50, plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau douce coulaient dans le fleuve. Aujourd'hui, le débit est au bas mot 6 fois moins important. Israël, la Jordanie et la Syrie détournent en effet pratiquement toute l'eau en amont. Ces grillages qui empêchent l'accès au Jourdain témoignent de la tension autour de l'eau dans cette région semi-aride. Pour Israël, le contrôle de l'eau est vital. 1967, la guerre des 6 jours est aussi une guerre de l'eau. Le pays occupe le Golan, la Cisjordanie et Gaza, 3 territoires stratégiques, là où les nappes phréatiques sont importantes. La preuve, aujourd'hui 75% de l'eau des territoires occupés est consommée par Israël et ses colonies. Israël est maître de l'eau et tient à le rester. On le comprend, ce dossier joue donc un rôle de première importance dans un éventuel règlement de paix avec les Palestiniens. Nous continuons notre route vers Jénine, en Cisjordanie, pour mieux saisir comment les Palestiniens ressentent cette situation. Là, à quelques kilomètres de la ville, nous rencontrons des Palestiniens réfugiés dans ce camp de fortune, expulsés de leur village par l'armée israélienne. Un tracteur-citerne, financé par l'Europe et l'ONG CARE, fait le tour des camps pour distribuer l'eau. Les femmes récupèrent l'eau dans ces barils en plastique, sans couvercle. Regardez, regardez comme c'est sale. Et ils boivent cette eau-là, regardez. Il faut pourtant bien faire avec. Eshna s'en contente. À 60 ans, cela fait bientôt 6 ans qu'elle survit ici. Une eau à boire pour les hommes et les bêtes, mais qui sert aussi à cuisiner et à se laver. Nous n'avons pas de salle de bain. On se lave une fois par semaine.
Nous nous lavons ici, dans la cuisine. Ici, c'est notre salle de bain. En Cisjordanie, la situation n'est pas la même partout. Dans cette petite ville, il y a l'eau courante, mais depuis que les Israéliens ont construit le mur de séparation en 2003, les villageois palestiniens n'ont plus accès à leurs réservoirs. Une colonie s'est installée. Ici, nous sommes chez Mahmoud. Le mur, qui n'est à cet endroit qu'un grillage, traverse son jardin. Le mur des Israéliens leur assure la sécurité de l'eau. Les réservoirs sont de l'autre côté. C'est selon leur humeur. S'ils veulent que j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. S'ils ne veulent pas, j'en ai pas. Ici comme ailleurs en Cisjordanie, la plupart des familles vivent de l'agriculture. La famille de Mahmoud n'y fait pas exception, d'où la frustration et la colère aujourd'hui. Personne ne peut vivre sans eau. L'eau, c'est la vie. La question de l'eau n'est pas que domestique. Nous sommes dans une région agricole. Tout est basé sur l'agriculture. La récolte est nulle s'il n'y a pas d'eau. Cette question de l'agriculture se pose partout dans la région. Retour en Israël avec Mira, Israël où les agriculteurs sont parfois accusés de consommer trop d'eau. Nous sommes maintenant dans une plantation de bananes, comme il y en a beaucoup dans la vallée du Jourdain. N'oubliez pas que c'est une région semi-aride, où la culture de la banane n'est pas naturelle. Cultiver des bananes nécessite beaucoup d'eau, comme pour les avocats ou les citrons, qui sont aussi cultivés dans la vallée. Et c'est possible seulement parce que les fermiers reçoivent de l'eau subventionnée. Depuis 1999 pourtant, le prix de l'eau potable a augmenté pour les fermiers israéliens. Ils essaient aujourd'hui d'en réduire leur consommation. Exemple dans ce kibboutz qui se trouve à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. On y cultive justement des avocats et l'eau potable est utilisée avec parcimonie. Ici, c'est une zone où on utilise de l'eau potable. Et ça coûte très cher. Alors, on cultive seulement pendant l'été des fruits et légumes, comme des pommes de terre ou des avocats, qui rapportent de l'argent. Mais franchement, utiliser de l'eau potable dans l'agriculture, ce n'est pas rentable. C'est perdre beaucoup d'argent. C'est de l'eau très chère. Pour éviter la consommation d'eau potable, les fermiers utilisent de plus en plus d'eau recyclée dans ces champs. Les fermiers des kibbutzim sont les principaux utilisateurs de l'eau recyclée. Mais comme Israël n'a pas su bien s'organiser, 20 à 30% des eaux usées finissent dans la mer au lieu d'être recyclées. On l'aura compris, la part de l'eau recyclée est encore bien marginale. Le gouvernement israélien en a conscience. La seule solution, c'est d'augmenter les revenus et le niveau de vie. Il faut consommer de manière plus rationnelle et utiliser des méthodes, certes chères, comme le dessalement ou le recyclage pour économiser l'eau. Il n'y a pas de solution toute faite. À moins que l'on ait de bonnes relations avec le Seigneur pour obtenir de l'eau et de la pluie bon marché. Mais toutes les autres méthodes sont très chères. Il n'y a pas de miracle, c'est ce que vous dites. Non, pas de miracle. De miracle, évidemment, il n'y en a pas. Les efforts consentis par l'État israélien ne sont pas encore suffisants, ni sur le plan politique, ni sur le plan environnemental. Il faudra en tout cas faire vite. L'exemple le plus flagrant de cette mauvaise gestion de l'eau, c'est le déclin de la mer Morte, qui n'a jamais si bien porté son nom. Chaque année, elle perd 1 mètre de sa fameuse eau salée, la faute au pompage trop important du fleuve Jourdain qui l'alimente, mais aussi à l'extraction du sel. Certains spécialistes parlent de sa disparition complète d'ici 2050. Les touristes ont donc raison d'en profiter pour le moment. D'ici quelques années, les transats risquent de rester bien vides.